La ruelle menant à la forêt s'assombrissait peu à peu. Le soleil avait déjà disparu derrière les collines qui séparaient le village des champs. Dans l'air flottait cette mélancolie propre aux fins de journée. Les oiseaux, comme pour une dernière prière, chantaient à l'unisson avant de céder la place au son inquiétant de la nuit. Il était 19 heures. Brunel avançait d'un pas rapide, presque nerveux, fendant les buissons et les herbes desséchées par la chaleur du jour. Vêtu d'un pantalon bleu nuit et d'une chemise noire, il tenait fermement à la main un sachet plastique. Ses yeux, constamment en mouvement, scrutaient les environs. Il regardait derrière lui, à gauche, à droite, comme si chaque ombre pouvait le trahir. On lui dit un fugitif. Sur son chemin, il croisa un vieux paysan qui, surpris par l'heure, pédalait de toutes ses forces sur son vélo, branlant pour regagner le village avant la nuit. « Qu'as-tu oublié au champ, jeune homme ?» lança-t-il d'une voix pressée. « Dépêche-toi, la forêt n'est pas sûre à cette heure-ci. » Mais Brunel ne répondit pas. Pas même un regard. Les paroles du vieil homme se perdirent dans le vent, emportés par le froissement des feuilles et le crissement des criquets. Il continua de s'enfoncer dans la forêt, avalant la moitié du chemin jusqu'à se retrouver face à un arbre gigantesque. C'était sans doute le plus grand de toute la savane. Un colosse enraciné là depuis des siècles. Ses branches immenses semblaient tenir le ciel et autour de lui régnait une atmosphère étrange, presque sacrée. Au-dessus de sa tête, les oiseaux nocturnes commençaient leur chant inquiétant. Plus loin, le cri rauque d'un hibou, ou peut-être de toute une colonie d'hiboux, résonnait dans l'obscurité. Ces appels lugubres guidaient Brunel comme une voix invisible. Ses pas se firent plus lents, plus prudents, tandis que le son s'intensifiait. Il arriva enfin dans une clairière. Là, l'endroit semblait habité, comme dans un couvent secret. Des bougies et des lanternes à pétrole étaient posées tout autour, projetant des halos tremblants sur la végétation. Des silhouettes se dessinaient dans la lueur vacillante. Des femmes, jeunes, le visage balafré, le corps à demi nu. Elles se tenaient droites, leurs seins pointus et fermes, leur regard fixé sur l'intrus. Leur présence imposait à la fois désir, peur et fascination. Soudain, l'une d'elles, manifestement la chef, poussa un cri rauque et puissant. Sa voix grave et terrifiante transperça le silence et la nuit. « As-tu ce qu'on t'a demandé ?» Brunel s'agenouilla aussitôt, la tête baissée, comme écrasé par une force nocturne. Il tendit le sac qu'il portait depuis le début. « Oui, Elegbe, » répondit-il d'une voix soumise. « J'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé. » La femme s'approcha, ses pas résonnant sur la terre humide. Elle saisit le sac, l'ouvrit et en sortit un morceau de pain blanc tacheté de sang. Elle le leva à hauteur de son visage, ferma les yeux et souffla dessus comme pour éveiller un esprit. Puis, saupoudrant Brunel d'une poudre qu'elle sortit d'une calebasse, elle entonna une incantation dans une langue que seul Dieu et les génies pouvaient comprendre. Sa voix monta et descendit, modulée comme une plainte venue d'ailleurs. Elle esquiessa quelques pas de danse maladroit comme guidée par une transe, puis fit un signe de la main. « Suis-moi, dit-elle d'un ton impérieux. Le grand maître t'attend. » Brunel obéit sans un mot, le cœur battant, et s'enfonça derrière elle dans les ténèbres épaisses de la forêt. Au cœur de la forêt dense, dissimulée sous un dôme de feuillage épais, se trouvait la case du grand maître. C'était une construction étrange, presque irréelle, que l'on aurait dû surgir d'un monde extérieur que le nôtre.
Les piliers qui soutenaient l'édifice s'élançaient vers le ciel entièrement recouvert de lianes entrelacées qui frémissaient doucement au gré du vent. L'entrée, étroite, était encadrée par 2 statues de bois sculptées avec un soin inquiétant. Leur visage déformé, expressif, fixait les visiteurs de leurs yeux vides. Ce regard figé donnait l'impression d'être jugé avant même d'avoir franchi le seuil. Les murs extérieurs recouverts de peintures tribales racontaient silencieusement les récits des ancêtres et des esprits. Des guerres oubliées, des sacrifices sanglants, des victoires arrachées à la nuit. Lorsque Brunel pénétra à l'intérieur, une odeur envoûtante l'enveloppa aussitôt. Un mélange entêtant de plaintes médicales, d'encens et de sang séché. Au centre de la pièce se levant un autel richement décoré, couvert de plumes aux couleurs éclatantes, de coquillages brillants et de statuettes de bois représentant diverses divinités. Un feu brûlait doucement dans une fosse circulaire, projetant des ombres mouvantes qui dansaient sur le mur. Les tambours, calebasses et instruments de percussion disposés çà et là semblaient attendre de réveiller les esprits. Sur une natte tissée à la main, le grand maître lui-même était assis. Un vieillard au torse nu, la peau couverte de scarifications anciennes. Dans sa main, une queue de buffle qu'il agitait lentement comme pour chasser les mauvaises présences. Il leva les yeux vers Brunel et parla d'une voix rauque mais étrangement solennelle. « Fils, tu es revenu. » Brunel s'inclina presque avec respect. « Oui, grand maître. » « As-tu obtenu ce que je t'avais demandé? » « Oui, j'ai fait exactement comme vous me l'aviez dit. » Elegbe, qui l'avait accompagné jusque-là, sortit le sac que Brunel avait apporté et en retira le morceau de pagne blanc taché de rouge. Elle le remit au grand maître avec des gestes empreints de révérence. « C'est le sang d'une vierge pure, annonça-t-elle. Elle s'appelle Ariké. » Le vieux féticheur observa longuement le tissu imbibé, puis hocha la tête. Tout se dessinait désormais avec clarté. Ce sang, c'était le prix du pacte, le sang d'Ariké qu'il avait souillé de sa propre main. Le grand maître reprit d'une voix lente, presque pédagogique. « Avant de continuer, je veux que tu comprennes exactement dans quoi tu t'engages. Tu n'es pas le premier à qui j'accomplis ce rituel et les résultats ont toujours été au rendez-vous. Avec ce morceau de pagne imprégné de sang d'une vierge souillée pour la première fois, nous allons convoquer les esprits. Nous y mêlerons certaines plantes, puis nous déposerons le tout dans une cannerie. Tu iras l'abandonner à un carrefour cette nuit même. » Brunel hocha la tête, visiblement impatient. « Oui, grand maître, vous m'avez déjà expliqué tout cela la dernière fois. Je comprends très bien. Tant que vous me garantissez que cela va marcher, je suis prêt à tout faire. Mon seul objectif est de devenir riche et très vite. Ma mère et beaucoup d'amis m'ont assuré de votre efficacité. Je ne doute pas de vous. » Un sourire fugace traversa le visage ridé du féticheur. « Très bien. Tu peux sortir maintenant. Laisse-moi préparer le rituel. » Brunel s'inclina légèrement, puis se leva. Sans un mot, il quitta la case, laissant derrière lui l'odeur suffocante de l'encens et le crépitement du feu. À l'intérieur, le grand maître commença à disposer les ingrédients sacrés. Son souffle se mêlait à ses incantations et la nuit, complice muette, se refermait lentement sur la forêt. Une fois dehors, Brunel s'assit au pied d'un arbre, à bonne distance de la case. La forêt semblait se resserrer autour de lui, mais lui fixait le vide, l'air absent. Était-il seulement conscient de ce qu'il venait de faire? Aucun doute ne semblait troubler son esprit. Pas une hésitation, pas un remords. Ne s'était-il pas demandé s'il avait d'autre choix que de vendre son âme à un fétiche? Ne s'était-il pas interrogé sur le prix qu'il aurait à payer un jour quand l'heure compte sonnerait?
Avait-il seulement mesuré ce que représente le sang d'une vierge et les malédictions qu'entraîne un tel pacte? Non, rien de tout cela ne le fleurait. Son cœur était étrangement serein. Son esprit gonflé de confiance, il croyait fermement que sa vie allait basculer vers la richesse et l'opulence. Dans sa tête défilaient déjà les images de ses futurs excès. Les boîtes de nuit illuminées, les bouteilles de champagne, les voyages au loin, les filles alignées comme des trophées, les fêtes sans fin où il serait le roi. C'était là l'illusion qui rongeait sa génération. L'argent facile, son travail, sans sacrifice noble, prêt à tout perdre, prêt à tout prendre, à tout bafouer, à tout profaner pour la promesse trompeuse de quelques billets. Le temps passa. La nuit était désormais lourde et saturée. Enfin, le grand maître sortit de sa case. Son corps luisait de sueur, les lèvres encore imprégnées d'incantations. Dans ses mains, une calebasse richement décorée, qu'Elegbe portait comme une relique sacrée. La forêt de plus en plus sombre paraissait triste, presque hostile. Les lanternes à pétrole disposées çà et là par les veilleurs de nuit jetaient des lueurs tremblantes qui donnaient aux arbres des airs de fantômes. Brunel bondit sur ses pieds et s'avança rapidement comme impatient de sceller le pacte. Le grand maître parla d'une voix grave. « Retire tes chaussures, tu marcheras pieds nus jusqu'au carrefour choisi. Tu ne parleras à personne, derrière toi tu ne regarderas jamais. Quand tu poseras la calebasse, fais un vœu. Mais attention, sois précis. Elegbe te donnera une feuille ancestrale. Une fois chez toi, place-la sous ton oreiller et dors dessus cette nuit. C'est tout mon fils. Et n'oublie pas de revenir me voir de temps en temps. » Brunel hocha la tête, ses yeux brillaient d'une excitation presque enfantine. Il mit la main dans sa poche et sortit une liasse de billets qu'il posa sur la paume ouverte de sa main. « Voilà les 40 000 francs que vous m'avez demandé, grand maître. » Le vieil homme eut un sourire énigmatique. « Merci, fiston. Pose l'argent par terre. Laisse les esprits s'en charger. Maintenant, va et que tes vœux se réalisent. » Elegbe à ses côtés tendit quelques branches de plantes qu'il devait emporter. Brunel les saisit, s'inclina brièvement, puis prit la route. Rien ne l'ébranla sur son chemin. Ni les craquements des branches sous ses pas, ni les cris d'animaux nocturnes, ni l'envie lancinante de se retourner pour vérifier qu'il n'était pas suivi. Il résista, concentré comme possédé par sa détermination. Il marcha jusqu'au carrefour indiqué. Là, il déposa la calebasse, fit son vœu, à voix basse, les yeux fermés, puis se redressa sans un mot. La tentation de regarder derrière lui fut immense, mais il tint bon. Ainsi, il respecta à la lettre toutes les instructions du grand maître. Puis, sûr de lui, convaincu que sa vie venait de changer, il reprit le chemin du retour, pendant que la nuit battait son plein et que la forêt complice silencieuse refermait ses ombres derrière lui.